Aujourd'hui, on parle de la Révolution russe de 1917. Dans cette première partie, je vais vous parler de la Révolution de février 1917. La Révolution russe constitue rien de moins que le moment le plus important de l'histoire humaine. Pour la première fois dans l'histoire, si on exclut la brève et douloureuse expérience de la Commune de Paris de 1871, les travailleurs et les paysans en Russie ont renversé la domination des classes exploiteuses et ont entamé la transformation socialiste de la société. Les masses russes y ont mis en place le régime le plus démocratique jamais connu dans l'histoire humaine. Le vieil appareil d'État tsariste, qui était fondé sur la domination des seigneurs et des capitalistes, a été jeté à terre et remplacé par un État ouvrier démocratique, fondé sur le pouvoir des travailleurs. L'État ouvrier russe était fondé sur des assemblées de travailleurs qui géraient leur milieu de travail. L'économie nationalisée était planifiée à travers les soviets, qui étaient des gouvernements locaux, formés de représentants des milieux de travail. La puissance de la révolution socialiste russe résidait dans la combinaison, d'une part, de la spontanéité créatrice des masses exploitées, et de l'autre, dans l'organisation et la direction politique fournie par le parti bolchevique de Lénine et Trotsky. Les bolcheviks, les marxistes russes, ils ont montré la voie aux exploités pour entamer la marche vers l'abolition de la société de classe. Et malheureusement, malgré toute une série d'avancées incroyables, la révolution russe n'a pas réussi à déboucher sur le socialisme. Et ce sujet-là ne pourra pas être abordé aujourd'hui, mais je l'aborde dans une autre conférence intitulée « L'URSS était-elle socialiste ?» Ce qu'on peut dire rapidement sur la dégénérescence de la révolution russe, c'est que ça commence quand il y a 21 armées impérialistes, dont les États-Unis, le Canada, qui envahissent l'URSS, qui vont la plonger dans une terrible guerre civile. Et l'isolement de la révolution, dans des conditions d'arriération économique, ça va créer les conditions pour qu'émerge la bureaucratie stalinienne, qui, elle, a usurpé le pouvoir des travailleurs et a instauré un État totalitaire. La bureaucratie a purgé jusqu'au dernier les dirigeants bolcheviks qui ont participé à la révolution de 1917. La révolution russe de 1917, elle ne s'est pas déroulée en une seule journée. Ça a duré 8 mois. Les grandes lignes de cette histoire-là, c'est d'abord, première phase de la révolution commence en février. Les masses ouvrières russes renversent le tsar, l'empereur de Russie, qui est un dictateur. Et là, le pouvoir, il va passer dans les mains des capitalistes libéraux, sous la forme du gouvernement provisoire. Le gouvernement va être incapable de régler les questions urgentes des masses, comme mettre fin à la guerre mondiale, nourrir les gens, enlever la terre aux seigneurs pour les donner aux paysans. Et là, les bolcheviks, ils vont gagner les masses à leurs idées d'une révolution socialiste. Et c'est là que va survenir la révolution d'octobre 1917. Les conseils ouvriers, les soviets, vont prendre le pouvoir. La présentation de cette semaine va porter sur la révolution de février jusqu'en juin 1917. Et la prochaine présentation, la suite, va porter sur juillet 1917 jusqu'à la révolution d'octobre. Parlons maintenant un peu du contexte qui a mené à la révolution de février 1917. Marx y pensait que la révolution socialiste allait éclater d'abord dans un pays capitaliste avancé, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, puisque dans ces pays industriels, la classe ouvrière elle est plus forte. Et aussi les conditions pour le socialisme sont davantage réunies, c'est-à-dire que l'industrialisation rend possible une économie de surabondance. Et pourtant, Marx s'est trompé. Le capitalisme, il s'est brisé à son maillon le plus faible, en Russie. En Russie, il n'y avait pas eu de révolution bourgeoise pour abolir le féodalisme et créer une démocratie parlementaire bourgeoise. Le capitalisme y est venu de l'extérieur, sous la forme de capitaux étrangers des pays impérialistes, capitalisme qui a fusionné avec les restants de féodalisme. La Russie tsariste était donc une économie hybride, à la fois féodale et capitaliste. Le tsar, l'empereur de Russie, était un dictateur, un autocrate, à la tête d'un état policier. Il y avait une puissante armée, une puissante police politique et des espions infiltrés partout, jusque dans le parti bolchevique. Les droits démocratiques de base étaient absents, comme le droit de voter, la liberté de parole, de contestation, etc. Les bolcheviks ont été forcés à la clandestinité la plupart de leur existence. La majorité de la population était paysanne. Ils vivaient dans les campagnes, dans des conditions d'arriération économique dignes du Moyen Âge.
Mais à l'opposé de ça, dans les grandes villes comme Petrograd et Moscou, il y avait d'immenses usines où s'était développée rapidement une classe ouvrière qui représentait entre 5 et 10 millions de personnes sur les 150 millions d'habitants. Les paysans étaient exploités par les seigneurs et les ouvriers étaient exploités par les capitalistes. Le tsar protégeait les deux classes dirigeantes du pays. Et donc là, les conditions pour la révolution s'accumulaient. En plus de la misère économique et de la dictature militaro-policière, les travailleurs et les paysans avaient été forcés d'aller se battre dans la terrible boucherie qu'est la Première Guerre mondiale, une guerre impérialiste où eux, il n'y avait rien à gagner. Et pourtant, les révolutionnaires de l'époque, ils voyaient même pas venir la révolution. Lénine disait en janvier 1917 « Nous, de la génération plus âgée, ne vivrons peut-être pas pour assister aux batailles décisives de la révolution qui s'en vient. » Et pourtant, un mois plus tard, la révolution de février 1917 éclate. Il faut comprendre que c'est le propre des révolutions de survenir quand personne ne s'y attend. La colère des masses s'accumule sous la surface, comme une taupe qui creuse des tunnels dans le sol, pour reprendre la métaphore de Marx. Et puis un jour, la taupe elle sort du sol. L'accumulation de colère et d'amertume sous la surface se transforme en changement qualitatif et la révolution apparaît comme de nulle part. La révolution de février commence pendant la Journée internationale des travailleuses. Dans notre calendrier, ça correspond au 8 mars, mais dans le calendrier julien qui était utilisé en Russie, c'est le 23 février. Les femmes du textile entrent en grève et elles prennent les rues. Elles vont tirer les hommes en dehors des usines et les amènent avec elles dans les rues. La grève générale elle dure quelques jours et prend la forme d'une insurrection à Petrograd. Le tsar envoie l'armée et la police réprimer les manifestants. Mais un après l'autre, les régiments de l'armée changent de camp et se retournent contre la police et le tsar en donnant les armes aux travailleurs. Le 2 mars, le tsar Nicolas II abdique son trône sous la pression de son propre état-major. En 5 jours, l'ancien régime s'effondre. Plus personne ne veut le défendre. C'était comme un immense party. Les masses venaient de spontanément, presque sans effort, renverser des centaines d'années de tyrannie tsariste. Et puis après le party, qu'est-ce qu'il y a? Le hangover. De facto, le pouvoir était dans les mains des masses, mais les masses n'ont pas saisi le pouvoir. Et la bourgeoisie s'est empressée de reprendre le contrôle et va tout faire en son pouvoir pour sauver le plus possible de l'ancien régime. Un groupe de députés de la Douma, qui est le parlement du régime tsariste, va former un gouvernement provisoire pour rétablir l'ordre. Dès le début de la Révolution, ils ont essayé de remplacer le tsar Nicolas II par son frère, pour maintenir une monarchie constitutionnelle, mais les masses vont forcer le deuxième tsar à abdiquer. Ce gouvernement provisoire, c'est l'organe des capitalistes, et est essentiellement dominé par les libéraux à travers le parti cadet, c'est-à-dire le Parti constitutionnel démocratique. Ce gouvernement, il est dit provisoire parce qu'il est censé régner jusqu'à ce que se tienne une assemblée constituante, c'est-à-dire une assemblée élue au suffrage universel qui va établir une nouvelle constitution et un nouveau gouvernement. Quand on lit la propagande bourgeoise sur la révolution russe, ils nous disent que le gouvernement des soviets et des bolcheviks issus de la révolution d'octobre était un coup d'État antidémocratique et que le gouvernement provisoire était un gouvernement légitime pour faire rayonner la démocratie parlementaire. Et pourtant, le gouvernement provisoire n'a pas été élu. C'est une clique de bourgeois qui a usurpé le pouvoir. En parallèle du gouvernement provisoire, le pouvoir des capitalistes, va se constituer les soviets, des conseils ouvriers locaux, formés de représentants des travailleurs, des soldats et des paysans, dont le plus important est le soviet de Petrograd. Le soviet de Petrograd était apparu la première fois pendant la révolution de 1905, qui avait été écrasée par le tsar. Et là, il renaît maintenant, en février 1917, lorsque les partis de gauche, les bolcheviks, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, vont appeler les travailleurs et les soldats à reformer le soviet, en envoyant leurs représentants de milieux de travail et de régiments. Le soviet réunit d'abord 600 délégués ouvriers et soldats, puis 3000 délégués. C'est vraiment un organe créé par les masses, un organe de démocratie directe, élu directement par les masses, contrairement au gouvernement provisoire pas élu. Le soviet y jouait un rôle similaire à un comité de grève élargi, mais il embrassait plus que la lutte économique. Le soviet représentait le pouvoir politique de la classe ouvrière. Les mencheviks,
qui étaient réformistes, ils voyaient les soviets uniquement comme des organes ouvriers servant à faire un contrepoids au gouvernement. Quelque chose de pas très bien différent des syndicats qui font contrepoids au patronat dans le milieu de travail. Mais pour les bolcheviks, pour les révolutionnaires, les soviets c'était bien plus que ça. Ils voyaient le processus historique qui allait se réaliser à travers le soviet, un peu comme le film qui se déroulait au-delà de juste la photo actuelle des soviets. Les bolcheviks ils voyaient les soviets comme les organes de préparation des masses à l'insurrection, puis comme les organes de l'insurrection, et après la victoire comme les organes du pouvoir des travailleurs, c'est-à-dire les organes de la dictature du prolétariat et de l'État ouvrier. Une des grandes différences entre le soviet de Pétrograd de 1917 et celui de 1905, c'est que celui de 1905 était seulement composé de représentants ouvriers, alors que les ouvriers formaient une très petite minorité de la population. Et c'était la faiblesse du premier soviet, qui était isolé de la masse paysanne. Le soviet de 1917 est formé de 2000 délégués soldats sur les 3000 délégués. Et étant donné que c'est essentiellement la paysannerie qui avait été conscrite dans l'armée, le soviet était donc bien enraciné dans les deux classes opprimées. Mais le revers de la médaille, c'est que la majorité des délégués n'étaient pas des ouvriers, étaient plutôt d'origine, qu'on pourrait dire, petite bourgeoise, c'est-à-dire des petits propriétaires, des petits producteurs, et ils étaient donc plus modérés politiquement. Les bolcheviks sont en très petite minorité au soviet. Les élus sont majoritairement des socialistes modérés, c'est-à-dire les réformistes de gauche. Il y a le parti des mencheviks et le parti des socialistes révolutionnaires, qu'on appelle plus communément les SR. Aussi, le soviet est dirigé par un comité exécutif de 11 personnes qui est formé essentiellement de mencheviks. Et ces socialistes modérés n'ont pas comme objectif de faire une révolution socialiste. Les socialistes révolutionnaires, c'est un parti formé d'intellectuels basé sur la paysannerie, et l'objectif de la paysannerie, c'est essentiellement de reprendre les terres au seigneur, puis de profiter de sa petite propriété, et non pas de nationaliser toute l'économie et de bâtir le socialisme. Les mencheviks, eux, proviennent d'une scission d'avec les bolcheviks. Ils se disaient marxistes, ils nous parlent de temps en temps de lutte des classes, de dictature du prolétariat et de révolution socialiste, en mots du moins. Mais ils disent qu'en ce moment, la révolution socialiste n'est pas possible en Russie parce que le capitalisme n'est pas assez développé pour pouvoir le dépasser. Pour eux, la première étape de la révolution, c'est une révolution bourgeoise, contre le tsarisme, une révolution dirigée par la bourgeoisie dans laquelle les socialistes vont être seulement l'opposition officielle. Les mencheviks soutiennent donc la bourgeoisie en vue de consolider le capitalisme, et puis un jour, peut-être plus tard, il y aurait une révolution socialiste. Le problème, c'est que la bourgeoisie russe n'est pas révolutionnaire. On l'a vu en 1905, quand les capitalistes ont pris le côté du tsar et l'ont aidé à réprimer les ouvriers. On l'a vu en février 1917, quand les représentants de la bourgeoisie à la Douma ont tenté de sauvegarder l'ancien régime en mettant le frère du tsar sur le trône. Les bourgeois russes ne sont pas opposés aux seigneurs qui, eux, profitent des vestiges du féodalisme. Les seigneurs, ils vendent des matières premières aux bourgeois, ils investissent dans les usines des bourgeois, et en retour, les bourgeois, ils revendent aux seigneurs des produits transformés en usine, puis ils investissent dans les terres des seigneurs. Et donc, les bourgeois et les seigneurs ont en fait les mêmes intérêts, fondamentalement. Et donc, la bourgeoisie ne veut pas d'une révolution bourgeoise contre les vestiges du féodalisme. La bourgeoisie russe n'avait pas d'intérêt à se battre pour plus de droits démocratiques non plus. Au contraire, elle a peur que les ouvriers aient plus de droits démocratiques et s'attaque à ses privilèges et à ses profits. Bref, la bourgeoisie russe n'est pas révolutionnaire, mais contre-révolutionnaire. Je disais donc que la révolution de février a débouché sur deux organes de pouvoir parallèles, deux organes de classes différentes, le gouvernement provisoire capitaliste et le soviet de Pétrograd, le comité des délégués de travailleurs, soldats et paysans. Mais les dirigeants élus dans le soviet, les mencheviks et les SR, eux, ils croient en l'idée d'une révolution par étapes, c'est-à-dire d'abord une révolution menée par la bourgeoisie, puis éventuellement une révolution socialiste. Et pour cette raison, les dirigeants du soviet, ils reconnaissent la légitimité du gouvernement provisoire bourgeois, qu'ils perçoivent comme le vrai leader de la révolution bourgeoise, puisqu'il est formé de bourgeois libéraux prétendument progressistes. Un des membres du comité exécutif du soviet, le socialiste révolutionnaire Kerensky,
Il va même siéger au gouvernement provisoire en tant que ministre de la Justice, puis il va finir par devenir chef du gouvernement. Le comité exécutif du Soviet et le gouvernement provisoire, ils se réunissent dans le même bâtiment, le palais de Tauride. Puis ils sont loin d'être des ennemis, même s'ils représentent des classes ennemies. Et pour comprendre leur relation, on pourrait s'imaginer cette scène-là. On a le comité exécutif dans une salle. Puis là, ils veulent faire passer une motion qui est demandée par les délégués du Soviet, par exemple, la journée de 8 heures. Il envoie un représentant, il traverse le corridor, il cogne à la porte du gouvernement provisoire pour demander la permission pour avoir la journée de 8 heures. Puis en général, ils vont se faire refuser leur demande, souvent à cause du prétexte que c'est la guerre, puis on n'a pas assez de ressources pour payer des réformes. Et ensuite, on a l'inverse. Les membres du gouvernement provisoire, ils vont tenter d'imposer une contre-réforme ou une loi répressive, et là, ils vont sortir du corridor, ils vont cogner à la porte du comité exécutif et ils vont demander la permission au comité exécutif du Soviet, et en général, ils reçoivent l'autorisation. Et dans cette scène-là, on voit toute la nature contradictoire du régime de février. Le gouvernement provisoire doit reconnaître la légitimité du Soviet pour se concilier les masses, et en retour, les dirigeants du Soviet maintiennent la puissance du gouvernement provisoire et le considèrent comme le pouvoir légitime. Les dirigeants du Soviet faisaient donc tout pour maintenir la collaboration entre les deux organes de pouvoir. Ces dirigeants réformistes, c'est donc ce qu'on pourrait appeler des conciliateurs. Ils ne cherchent pas à stimuler la lutte des classes, mais à l'atténuer. Ils ne s'opposent pas à la bourgeoisie, mais ils tentent de collaborer avec elle. Les mencheviks, ils visaient donc à maintenir le capitalisme et étaient devenus le frein principal à la marche vers le socialisme. Mais malgré la collaboration de classe, Lénine et beaucoup de bolcheviks y comprenaient que l'existence parallèle du Soviet et du gouvernement provisoire représentait en fait un double pouvoir, dans le sens de deux organes de classe aux intérêts opposés. Il comprenait que le régime contradictoire de février, c'était une situation instable et qu'il ne pouvait pas subsister indéfiniment deux gouvernements dans un seul pays. Un des deux devait s'affirmer contre l'autre et le supplanter. Pourquoi alors les travailleurs et les paysans ils soutenaient plus les mencheviks, même si en fait c'est les bolcheviks qui avaient raison de ne pas soutenir le gouvernement capitaliste? Il faut comprendre qu'il y avait une grosse pression vers l'unité. Tout le monde est content, on vient de renverser le tsarisme, c'est un gros party. Tout le monde se réclame de la révolution de février et pense qu'on marche dans la même direction. On pense que le gouvernement provisoire va livrer la marchandise. Pourquoi faire une deuxième révolution socialiste? On vient d'en faire une révolution. Pourquoi on prendrait le pouvoir? On vient déjà de prendre le pouvoir. Pourquoi faire de gros changements radicaux et s'attaquer au capitalisme quand les mencheviks et les SR ils nous disent que tout va bien aller? Donc voyez un peu la mentalité chez les travailleurs, qui est compréhensible à ce moment-là. Mais tout ça va vite changer. Les masses, ils voulaient trois choses en particulier, qui attendaient du gouvernement. Les masses, ils voulaient la fin de la guerre mondiale. Ils voulaient du pain à manger, et les paysans voulaient les terres, qui étaient encore monopolisées par les seigneurs. Mais le gouvernement provisoire, pendant ces 8 mois de règne, va être incapable de donner ces trois choses-là. Les bourgeois veulent pas mettre fin à la guerre. L'État russe est gravement endetté envers les bourgeois français, anglais, belges et américains. Ils pouvaient donc pas dire non aux Alliés et signer un traité de paix séparé avec les Allemands. Aussi, ils n'ont pas d'argent à donner aux gens qui ont besoin de se nourrir. Et aussi, les bourgeois, ils sont alliés aux seigneurs. Ils ont leurs propres investissements dans les terres des seigneurs. Alors, ils ne veulent pas donner les terres des seigneurs aux paysans. Et l'impotence du gouvernement provisoire va entraîner progressivement un changement dans la conscience des masses qui vont progressivement se détacher des mencheviks et des autres conciliateurs pour se tourner vers les bolcheviks. Et les bolcheviks, quant à eux, vont gagner le soutien des masses justement avec les slogans de la paix, du pain et de la terre. Cela dit, il faut comprendre que les bolcheviks n'ont pas mis de l'avant ces slogans-là dès le début de la Révolution. La raison, c'est que c'est Lénine qui va amener ces idées-là. Et Lénine, à ce moment-là, est en exil forcé en Suisse jusqu'en avril 1917. Pendant ce temps, en Russie, c'est Staline et Kamenev qui mènent le bal. Trotsky n'est pas encore membre du parti, en passant, ça va arriver plus tard pendant l'été. Mais voyez-vous, Staline et Kamenev,
ils sont pas mal plus faibles politiquement et ils vont capituler facilement à la pression. Comme les mencheviks, ils appellent à ce que les bolcheviks soutiennent le gouvernement provisoire. Ils proposent même que les bolcheviks refusionnent avec les mencheviks. Donc ça montre bien que la tendance à l'unité entre les partis et entre les classes, c'était pas qu'un sentiment chez le travailleur lambda, c'était même présent chez les dirigeants supposément les plus révolutionnaires. Et il faut aussi convenir que Staline et Kamenev, ils ont aussi une tendance propre à leur personne de céder sous la pression par opportunisme. Et là, Lénine apprend la nouvelle, et il est furieux. Il cherche un moyen de revenir rapidement en Russie. Les forces alliées ne veulent pas le laisser rentrer au pays. Et il est forcé d'entreprendre des pourparlers avec l'Allemagne pour avoir un sauf-conduit jusqu'en Russie. Puis c'est de là que vient le mensonge et usé à la corde que Lénine serait un agent allemand. Mais il n'y a rien de plus faux. Lénine réussit quand même à obtenir la concession que son train, qui voyage de Suisse en Russie via l'Allemagne, ne fasse aucun arrêt pour que personne ne puisse entrer ou sortir. Et dès que Lénine arrive à la gare, à Petrograd, il est accueilli par une foule et il s'empresse de faire un speech aux travailleurs présents. Lénine explique qu'il ne faut pas avoir confiance dans le gouvernement provisoire, que les soviets doivent prendre le pouvoir et qu'il faut passer à la révolution socialiste. Là, les travailleurs sont emballés. Mais il y a des gens qui ne sont pas autant emballés par les idées de Lénine, et c'est les membres du comité central du parti bolchevique, son propre parti. En rencontre du comité central, Lénine ne va pas réussir à convaincre les dirigeants bolcheviques qu'il faut une nouvelle révolution. Visiblement, l'esprit de conciliation de classe s'est emparé comme un poison de la tête même de la direction révolutionnaire. Lénine va alors rédiger ses fameuses thèses d'avril, qu'il va devoir défendre seul devant le congrès du parti. Il va réussir à gagner la majorité des délégués bolcheviques à son idée de la prise du pouvoir par le prolétariat. Le parti va alors adopter le slogan de la paix, du pain et de la terre, ainsi que le slogan tout le pouvoir aux soviets. En avril, il y a une grosse manif, et là, les masses demandent la paix, le pain et la terre. Le gouvernement provisoire, qui est dirigé par Miliukov, est en crise. Il va passer la patate chaude aux dirigeants réformistes des soviets. Des ministres libéraux, dont Miliukov, vont démissionner et des dirigeants mencheviks et SR entrent au gouvernement. Le SR Kerensky devient le ministre de la guerre et de la marine et offre encore plus de guerre et plus de morts pour plaire aux alliés. Les dirigeants du Soviet y acceptent donc la responsabilité directe du gouvernement provisoire au lieu de seulement le soutenir de l'extérieur. Le premier gouvernement de coalition, dirigé par le prince Lvov, venait d'être formé. C'est ce que Lénine va vivement dénoncer. L'autorité des bolcheviks au sein des travailleurs de Petrograd va grandir rapidement. En février, le parti bolchevique était de 8000 membres, et là en avril, ils sont maintenant 80 000, 10 fois plus gros. Et là, il va y avoir une campagne de salissage contre les bolcheviks et Lénine. Ils vont dire par exemple que Lénine était un agent allemand. Donc attendons-nous maintenant quelques instants sur ce slogan-là, tout le pouvoir aux soviets. À première vue, ça semble clairement un appel à l'insurrection, pour que les soviets renversent le gouvernement provisoire. Mais absolument pas. Lénine dénonçait tous ceux qui prétendaient que lui-même appelait à la guerre civile, ou à l'insurrection armée, ou à la violence. La classe dirigeante voulait que les révolutionnaires commettent cette erreur-là d'appeler à la violence, pour ensuite pouvoir les réprimer. Et Lénine le savait. Lénine argumentait que toute violence qui pouvait apparaître était la responsabilité seule de la classe dirigeante. Lénine s'opposait également au slogan « À bas le gouvernement provisoire ». Lénine disait que le rôle des bolcheviks à ce moment-là, c'était pas de conquérir le pouvoir, mais de conquérir les masses, c'est-à-dire de gagner à leurs idées. Et le slogan de Lénine à l'intérieur du parti, c'était « Expliquer patiemment ». Voyez-vous, les masses avaient encore des illusions dans les mencheviks et les SR. Et les dirigeants réformistes soutenaient le gouvernement provisoire. Appeler à renverser le gouvernement provisoire allait trop loin pour ce que les travailleurs pensaient à ce moment-là. Ça aurait condamné les bolcheviks à être une secte en marge du mouvement. Le slogan de Lénine, c'était pas « À bas le gouvernement provisoire », mais « À bas les 10 ministres capitalistes », pour montrer clairement aux travailleurs qu'il fallait rompre avec la bourgeoisie, que les mencheviks devaient donc rompre leur coalition avec la classe dirigeante. En expliquant patiemment cette idée-là, on pouvait rendre les travailleurs plus rapidement capables d'abattre le gouvernement provisoire.
Et donc, le slogan « Tout le pouvoir aux soviets ». Mais qui contrôle les soviets? Ben, les mencheviks et les conciliateurs. Donc, tout le pouvoir aux soviets voulait dire tout le pouvoir aux mencheviks. Et c'était ça la profondeur de la pensée de Lénine. Lénine mettait au défi les réformistes de prendre le pouvoir pour vrai, au lieu de le donner aux bourgeois. Mais les réformistes ne voulaient pas du pouvoir, ils voulaient seulement jouer le rôle d'opposition officielle. Et en convainquant les travailleurs de l'idée de tout le pouvoir aux soviets, ben ça amènerait les travailleurs à réaliser que les réformistes ne voulaient pas que les soviets prennent le pouvoir. Ça exposerait les réformistes pour leur trahison et ça amènerait les travailleurs à se retourner contre eux. Les travailleurs pourraient alors prendre confiance dans leur propre force et voir le parti bolchevique comme le vrai parti des travailleurs. Mais est-ce que Lénine considérait qu'il était inévitable que les mencheviks refusent de prendre le pouvoir? Pas du tout. Lénine pensait que c'était une réelle possibilité que les mencheviks en arrivent à rompre avec le parti cadet, le parti libéral, et forment un gouvernement des soviets, sous la pression des masses. Plusieurs fois, Lénine a répété que c'était possible. Il espérait que ce soit en fait ce scénario-là qui arrive. C'était en fait un scénario idéal, puisque c'est le scénario qui serait le plus pacifique, celui qui éviterait à coup sûr une guerre civile, celui qui éviterait le plus de violence. La révolution socialiste pouvait être réalisée de manière complètement pacifique si les mencheviks déclaraient le gouvernement des soviets. Ça n'aurait même pas nécessité d'insurrection. Lénine disait que si les mencheviks prenaient le pouvoir avec les soviets, les bolcheviks allaient soutenir les mencheviks, allaient respecter la légitimité du gouvernement, et que la lutte des idées entre bolcheviks et mencheviks prendrait seulement la forme d'un débat pacifique d'idées à l'intérieur des soviets, débat que Lénine était convaincu que les bolcheviks allaient finir par remporter. Mais malheureusement, les mencheviks ne vont pas se diriger vers cette option. Ils ne vont en fait que s'éloigner de plus en plus de cette option d'une révolution pacifique. Et on arrive maintenant aux journées de juin. Les différents soviets se réunissent dans leur premier congrès de tous les soviets. Les bolcheviks planifient une manifestation armée, non pas pour prendre le pouvoir, mais pour faire pression sur le congrès des soviets et le pousser à se déclarer comme le gouvernement, ce qu'il va refuser de faire. Les dirigeants du soviet vont prendre peur, ils vont dénoncer la manif des bolcheviks, et ils vont appeler à leur propre manif. Les bolcheviks vont annuler leur manif, ils ne voulaient pas provoquer inutilement, et ils ont décidé à la place de participer dans la manif organisée par les réformistes. Mais le 18 juin, quand les réformistes sortent dans la rue et regardent leur propre manif, ils vont capoter. Tout ce qu'ils voient dans la manif, c'est des bannières et des drapeaux avec des slogans bolcheviques, comme « Abat les traités secrets »,« Abat les 10 ministres capitalistes »,« Tout le pouvoir aux soviets ». Il y a seulement 3 pancartes dans la manif qui étaient en faveur du gouvernement provisoire, venant d'un régiment de Cosaques, une bannière du petit groupe de Plekhanov et une du Bund. Et là, cette manif-là va vraiment montrer, non seulement aux dirigeants réformistes, mais aussi aux bolcheviks eux-mêmes, qu'ils étaient beaucoup plus forts à Pétrograd qu'ils l'avaient imaginé. Donc les bolcheviks n'avaient pas conquis le pouvoir, pas encore, mais ils avaient conquis les masses en commençant par son avant-garde. Et c'est malheureusement à ces événements des journées de juin qu'on va se laisser et on va reprendre la suite à la prochaine conférence. Pendant les 4 mois suivants, les masses vont commencer à s'organiser pour prendre le pouvoir et renverser le gouvernement. Mais la contre-révolution aussi va se mettre en marche à travers le coup d'État du général Kornilov. Les contradictions de classe dans le régime de février vont devenir intenables. On va assister à un effondrement du centre politique. De plus en plus, les travailleurs, les soldats et les paysans vont abandonner les conciliateurs mencheviks et SR qui dirigeaient les soviets et vont se tourner vers les bolcheviks et la révolution socialiste. Les bourgeois, quant à eux, vont également abandonner de plus en plus le gouvernement provisoire, les SR et les mencheviks, pour se tourner vers Kornilov et les monarchistes proto-fascistes. Les réformistes conciliateurs, pris en étau dans la lutte entre les deux grandes classes, vont se retrouver isolés, suspendus dans le vide comme un funambule qui essaie de maintenir son équilibre, en essayant de préserver un régime intenable, voué à mourir rapidement. Le vrai combat commençait. Entre la révolution et la contre-révolution, entre les travailleurs et les bourgeois, entre les bolcheviks et l'armée de Kornilov.